Le crépuscule tombait sur la ville avec cette lenteur particulière aux soirées d'automne, lorsque le jour semble hésiter à céder sa place à la nuit, comme s'il pressentait que l'obscurité apporterait avec elle quelque événement dont on se souviendrait longtemps. Dans les rues étroites du quartier des affaires, où les immeubles de verre et d'acier se dressaient tels des géants indifférents aux misères humaines qui grouillaient à leurs pieds, Mathilde Renard pédalait avec cette détermination farouche que seule la nécessité peut conférer. Son vélo électrique, acheté d'occasion après des mois d'économie douloureuse, grinçait à chaque coup de pédale, mais elle n'y prêtait plus attention depuis longtemps. C'était devenu le bruit de fond de son existence, tout comme le vrombissement incessant de la circulation, les klaxons impatients et cette sensation permanente d'être invisible aux yeux du monde. Elle portait l'uniforme jaune vif de la société de livraison Deliver Now, un nom qui promettait une rapidité que les livreurs eux-mêmes devaient payer de leur propre épuisement. Ses cheveux châtains, qu'elle attachait toujours en une queue de cheval serrée par pragmatisme plus que par coquetterie, s'échappaient de sous son casque par mèches rebelles. Son visage, qui aurait pu être joli si la fatigue ne l'avait pas marqué de ces cernes profonds qui trahissent les nuits trop courtes et les journées trop longues, exprimait cette concentration intense de quelqu'un qui calcule constamment le temps, les distances, les probabilités de retard. Car chaque minute comptait dans son métier. Chaque seconde de retard se traduisait par une mauvaise note dans l'application, et une mauvaise note signifiait moins de commandes, donc moins d'argent, donc davantage de nuits à se demander comment elle paierait le loyer du studio minuscule qu'elle partageait avec sa sœur cadette. L'adresse qui clignotait sur l'écran de son téléphone monté sur le guidon indiquait un quartier qu'elle connaissait bien, mais où elle n'allait jamais sans une certaine appréhension. C'était le domaine des privilégiés, ces tours résidentielles de luxe où vivaient ceux pour qui l'argent n'était pas une préoccupation quotidienne mais simplement un nombre abstrait qui croissait sur des écrans d'ordinateur. Elle avait appris à reconnaître les signes de cette richesse ostentatoire, les halls d'entrée en marbre, les portiers en uniforme qui la regardaient avec ce mélange de condescendance et de mépris réservé à ceux qui franchissent ces portes par la porte de service, les ascenseurs qui montaient si rapidement qu'on sentait son estomac se soulever, comme si on défiait les lois de la gravité par la seule force de l'argent. La tour céleste, c'était ainsi que se nommait ce monument à l'orgueil humain, se dressait au coin de l'avenue principale, dominant tous les autres bâtiments avec une arrogance architecturale qui semblait dire « Regardez-moi, admirez-moi, mais surtout n'espérez jamais m'habiter si vous n'êtes pas de notre classe ». Mathilde gara son vélo contre le rack prévu à cet effet, prit le sac isotherme contenant la commande et se dirigea vers l'entrée. Le portier, un homme d'une 50aine d'années dont le visage semblait avoir été sculpté dans le granit de l'indifférence professionnelle, la reconnut d'un hochement de tête minimal. Il avait appris, au fil des années, à distinguer les livreurs réguliers de ceux qui ne passaient qu'une fois, et Mathilde faisait partie de ceux qu'on voyait souvent. Trop souvent peut-être pour qu'ils demeurent complètement invisibles. L'ascenseur la conduisit au 43e étage avec cette fluidité silencieuse qui caractérise les machines coûteuses. Elle observa son reflet dans les miroirs qui tapissaient les parois, une jeune femme de 24 ans qui en paraissait 30, avec ses yeux qui avaient en vue trop de refus, trop de portes fermées, trop de promesses brisées. Elle ajusta son uniforme, replaça une mèche de cheveux derrière son oreille et se prépara mentalement à l'interaction qui allait suivre. La plupart du temps, ces rencontres étaient brèves, mécaniques. On prenait le sac, on grommelait un merci à peine audible, on refermait la porte. Parfois, très rarement, quelqu'un la regardait vraiment, reconnaissait en elle une personne plutôt qu'une simple fonction, et ces moments-là, aussi fugaces fussent-ils, lui redonnaient une parcelle de cette dignité que son travail semblait lui arracher jour après jour. L'appartement 43117 se trouvait au bout d'un couloir qui semblait s'étirer à l'infini, ses murs ornés de toiles abstraites qui coûtaient probablement plus que ce qu'elle gagnerait en une année entière. Elle sonna, et pendant les quelques secondes qui s'écoulèrent avant que la porte ne s'ouvre, elle se surprit à imaginer, comme elle le faisait souvent, la vie de ceux qui habitaient de tels lieux. Quels étaient leurs rêves, leurs peurs, leurs désirs? Étaient-ils heureux, véritablement heureux? Ou bien leur richesse n'était-elle qu'un vernis doré qui dissimulait les mêmes angoisses existentielles qui tourmentent tous les êtres humains, quelles que soient les circonstances matérielles de leur existence? La porte s'ouvrit sur un homme d'environ 45 ans, vêtu d'un costume qui respirait l'élégance décontractée des gens qui n'ont jamais eu à se soucier de leur apparence parce qu'ils savent instinctivement ce qui convient. Ses cheveux grisonnants aux tempes lui donnaient cet air distingué que recherchent tant d'hommes de son âge, et ses yeux,
d'un bleu glacial qui rappelait certaines mers nordiques, la fixèrent avec une intensité qui la mit immédiatement mal à l'aise. Il y avait dans ce regard quelque chose qui allait au-delà de la simple indifférence ou du mépris ordinaire. C'était une sorte de curiosité prédatrice, comme si elle était un spécimen intéressant qu'il venait de découvrir et qu'il comptait examiner pour son propre amusement. Monsieur Édouard Valmont, car tel était son nom, bien qu'elle l'ignorât encore, était ce qu'on appelle dans les cercles financiers un self-made millionnaire, expression qu'il affectionnait particulièrement parce qu'elle suggérait un mérite personnel dans l'accumulation de sa fortune, occultant commodément les circonstances favorables, les contacts bien placés et cette absence totale de scrupules qui caractérise souvent ceux qui réussissent dans le monde impitoyable de la haute finance. Il avait bâti son empire sur les ruines des espoirs d'autrui, rachetant des entreprises en difficulté pour les démanteler et les revendre par morceaux, licenciant des milliers d'employés avec la même désinvolture qu'on jette de vieux vêtements, et tout cela au nom de ce qu'il appelait l'efficacité économique, comme si cette expression abstraite pouvait justifier la misère concrète qu'il semait sur son passage. Mathilde tendit le sac de livraison en murmurant la formule standard qu'elle répétait des dizaines de fois par jour. « Votre commande, monsieur. Bonne soirée. » Elle s'apprêtait déjà à tourner les talons, pressée de passer à la livraison suivante, car le temps continuait de s'écouler et avec lui sa chance de gagner décemment sa vie ce jour-là, lorsque la voix de Valmont l'arrêta. C'était une voix grave, mélodieuse même, éduquée dans les meilleures écoles, une voix qui avait l'habitude de commander et d'être obéie, une voix qui ne connaissait ni le doute, ni l'hésitation. « Attendez, dit-il, et il y avait dans ce simple mot une autorité qui la figea sur place. Il ouvrit le sac, en examina le contenu avec une minutie qui semblait excessive pour de simples plats à emporter, et fronça les sourcils. « Il manque quelque chose, déclara-t-il enfin, et avant qu'elle puisse vérifier sur son téléphone la liste des articles commandés, il poursuivit. « Les couverts. Il n'y a pas de couverts. » Mathilde sentit son cœur se serrer. C'était le genre de détail qui pouvait lui valoir une mauvaise évaluation, et elle savait d'expérience que les clients de ce genre d'immeuble étaient particulièrement prompts à laisser des commentaires négatifs. « Je suis désolée, monsieur, » commença-t-elle, cherchant déjà mentalement une solution, peut-être redescendre au restaurant, récupérer les couverts manquants, remonter, ce qui lui ferait perdre 20 minutes précieuses, mais lui éviterait peut-être la sanction. « Je peux retourner au restaurant et… » Il leva la main pour l'interrompre, un geste royal qui exigeait le silence. « Non, non, ce n'est pas nécessaire. J'ai découvert. Mais voyez-vous, cela m'intéresse de savoir comment vous allez gérer cette situation. » Il se pencha légèrement en avant, et elle put sentir son eau de Cologne, un parfum coûteux et entêtant qui semblait résumer à lui seul toute la distance qui les séparait. « Dites-moi, que proposez-vous pour compenser cette erreur ?» Elle le regarda, déconcertée. C'était une question étrange, formulée d'une manière qui suggérait que ce n'était pas vraiment une question mais plutôt le prélude à quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à identifier, mais qui la mettait instinctivement sur ses gardes. « Je peux vous faire un geste commercial, monsieur. Je vais contacter mon superviseur et… »« Votre superviseur », répéta-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui, bien sûr, la solution bureaucratique. Mais je vous propose autre chose. Un petit jeu si vous voulez. Si vous gagnez, je vous donne un pourboire conséquent. Si vous perdez, eh bien vous perdez simplement votre temps, ce qui, j'imagine, a une certaine valeur pour quelqu'un dans votre position. » Mathilde hésita. Tout dans cette situation lui criait de partir, de décliner poliment cette offre bizarre, mais la mention d'un pourboire conséquent résonnait dans son esprit comme une promesse tentante. Elle calcula rapidement. Combien de temps pourrait-elle se permettre de perdre ? 5 minutes ? 10 ? Et quel montant pourrait justifier ce risque ? Quel genre de jeu, monsieur ? Demanda-t-elle finalement, sa curiosité l'emportant sur sa prudence. Il recula d'un pas, élargissant son sourire, et fit un geste large de la main, comme un prestidigitateur s'apprêtant à révéler son tour. « Entrez donc. Je ne vais pas discuter de cela dans le couloir. » Ce n'était pas vraiment une invitation, mais plutôt un ordre déguisé, et elle se retrouva à franchir le seuil avant même d'avoir pleinement réalisé qu'elle acceptait de pénétrer dans l'espace privé d'un inconnu, violant ainsi toutes les règles de sécurité personnelle qu'elle s'était imposées depuis qu'elle exerçait ce métier. L'appartement qui s'ouvrit devant elle était exactement tel qu'elle l'avait imaginé, et pourtant la réalité dépassait encore ses attentes les plus extravagantes. C'était un espace où chaque détail semblait avoir été choisi non pas pour répondre à un besoin, mais pour démontrer une capacité financière,
pour affirmer un statut, pour proclamer silencieusement mais sans équivoque possible, que celui qui habitait ici appartenait à une caste supérieure de l'humanité. Les baies vitrées qui occupaient tout un pan de mur offraient une vue panoramique sur la ville qui s'étendait à leurs pieds, ces millions de lumières scintillant dans la pénombre grandissante comme autant d'étoiles terrestres. Et Mathilde ne put s'empêcher de penser que cette vue à elle seule valait probablement plus que tout ce qu'elle posséderait jamais dans sa vie entière. Le mobilier était de ce style contemporain épuré, qui coûte une fortune précisément parce qu'il semble simple, chaque pièce signée par un designer dont elle n'avait jamais entendu parler, mais dont les créations ornaient probablement les pages des magazines de décoration qu'elle feuilletait parfois dans les salles d'attente des administrations. Le sol était recouvert d'un parquet dont le bois sombre et lustré reflétait la lumière des lampes disposées stratégiquement pour créer une ambiance à la fois chaleureuse et sophistiquée. Des œuvres d'art, véritables ou reproductions, elle n'aurait su le dire, ornaient les murs avec cette régularité calculée qui trahit l'intervention d'un décorateur professionnel plutôt que le goût personnel du propriétaire. Valmont referma la porte derrière elle, et le bruit du verrou qui se mettait en place résonna dans l'esprit de Mathilde comme un avertissement qu'elle choisit d'ignorer. Elle se dit qu'elle était paranoïaque, que rien dans le comportement de cet homme ne justifiait cette sensation désagréable qui lui nouait l'estomac, que sa méfiance était simplement le produit de toutes ces mises en garde qu'on adresse aux jeunes femmes depuis leur enfance, ces histoires d'horreur qui circulent dans les vestiaires et les pauses café, ces récits dont on ne sait jamais très bien s'ils sont authentiques ou amplifiés par la répétition. Et puis, se raisonna-t-elle, elle était dans un immeuble sécurisé, au 43e étage, il y avait des caméras dans les couloirs, un portier en bas, des voisins derrière chaque porte. Que pourrait-il lui arriver de vraiment dangereux dans un tel environnement? « Asseyez-vous » dit Valmont en désignant l'un des canapés de cuir qui faisaient face aux baies vitrées. « Voulez-vous boire quelque chose? Un verre de vin peut-être? J'ai un excellent Bordeaux qui… » Il s'interrompit en voyant son expression. « Non, bien sûr. Vous êtes en service. De l'eau alors ?» Sans attendre sa réponse, il disparut dans ce qui devait être la cuisine, et elle entendit le bruit d'un robinet, le tintement du verre contre le métal. Elle en profita pour jeter un coup d'œil à son téléphone. 3 nouvelles commandes étaient apparues dans l'application, toutes avec des délais serrés, et elle sentit l'anxiété monter en elle. Chaque minute qu'elle passait ici était une minute perdue, une opportunité manquée, un peu plus de stress accumulé. Il revint avec un verre d'eau qu'il lui tendit, et elle le prit machinalement, bien qu'elle n'eût pas vraiment soif. C'était un geste automatique, dicté par cette politesse qu'on lui avait inculquée depuis l'enfance et qui parfois semblait plus une malédiction qu'une vertu, car elle l'empêchait de dire non, de refuser, de s'affirmer face à ceux qui, comme cet homme, exsudaient l'autorité et l'assurance. Il s'installa dans le fauteuil qui lui faisait face, croisa les jambes avec cette décontraction étudiée des gens habitués à être observés, et la regarda longuement, comme s'il évaluait un tableau dont il envisageait l'acquisition. « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait entrer » commença-t-il enfin, sa voix prenant cette tonalité professorale qu'adoptent certains hommes lorsqu'ils s'apprêtent à dispenser ce qu'ils considèrent comme leur sagesse. « La vérité, c'est que je m'ennuie. Vous comprenez ce que c'est l'ennui? Non, probablement pas. Les gens comme vous qui passent leur journée à courir d'une livraison à l'autre n'ont pas le temps de s'ennuyer. Mais moi, voyez-vous, j'ai tout ce qu'un homme peut désirer. L'argent, le succès, le pouvoir. Et pourtant, il fit un geste vague de la main. Il me manque quelque chose. Le frisson de l'imprévu peut-être, la surprise, la capacité de m'émerveiller encore. Mathilde le regardait sans rien dire, ne sachant que répondre à ce discours qui lui semblait à la fois terriblement prétentieux et étrangement sincère. Elle avait rencontré, au cours de ses livraisons, toutes sortes de personnes, des plus humbles aux plus arrogantes, mais jamais encore quelqu'un qui parlait de son propre ennui avec une telle gravité, comme si c'était un problème philosophique majeur, plutôt que le privilège enviable de celui qui a trop de temps et trop peu de soucis véritables. Elle pensa à sa sœur Amélie, qui travaillait 2 emplois pour payer ses études de médecine, qui dormait 4 heures par nuit, et ne se plaignait jamais parce qu'elle savait que la plainte était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Alors j'ai imaginé un petit jeu, poursuivit Valmont, se penchant légèrement en avant, ses yeux brillant d'une excitation qu'elle trouva déplaisante. Un jeu simple, vraiment. Sur la table basse devant vous, vous voyez cette enveloppe? Elle baissa les yeux et aperçut effectivement une enveloppe blanche, épaisse, qui reposait sur la surface de verre de la table. À l'intérieur, il y a 5 000 €, en liquide,
Il laissa cette information flotter dans l'air entre eux, observant sa réaction avec l'attention d'un scientifique étudiant un cobaye de laboratoire. 5 000 €. Le chiffre résonna dans l'esprit de Mathilde comme un coup de tonnerre. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 2 mois de travail acharné, en centaines de livraisons effectuées sous la pluie, dans le froid, sous le soleil brûlant de l'été. C'était de quoi payer 3 mois de loyer d'avance, de quoi constituer enfin cette réserve d'urgence qu'elle tentait désespérément de mettre de côté depuis des années, sans jamais y parvenir parce qu'il y avait toujours une dépense imprévue, une facture surprise, une urgence qui engloutissait le moindre centime économisé. C'était la possibilité peut-être de souffler enfin, de dormir quelques nuits sans ce poids oppressant sur la poitrine, cette angoisse permanente qui l'accompagnait du réveil jusqu'au coucher. Tout ce que vous avez à faire, continua-t-il, savourant visiblement l'effet de ses paroles, c'est traduire une phrase, une seule phrase. Si vous y parvenez correctement, l'argent est à vous. Si vous échouez, eh bien vous repartez comme vous êtes venu, ni plus riche ni plus pauvre, simplement un peu plus sage peut-être. Il sourit, et dans ce sourire elle perçut quelque chose de cruel, de sadique même, comme si le véritable plaisir qu'il tirait de cette situation n'était pas tant de tester ses capacités que de la placer dans une position d'infériorité, de lui faire sentir le poids de son ignorance présumée, de sa pauvreté, de sa dépendance. Elle aurait dû partir à ce moment-là. Toute personne dotée d'un minimum de bon sens aurait reconnu les signes d'avertissement, aurait compris que cette proposition n'était pas un jeu innocent mais plutôt une forme de manipulation psychologique, un exercice de pouvoir déguisé en générosité. Mais 5 000 €, le chiffre dansait devant ses yeux comme un mirage dans le désert, comme une promesse de délivrance, et elle se surprit à demander, d'une voix qu'elle espérait ferme mais qui tremblait légèrement, « Quelle phrase ?» Valmont se leva et se dirigea vers un bureau qui occupait un coin de la pièce. Il ouvrit un tiroir, en sortit une feuille de papier et revint s'asseoir. Il déplia le papier avec une lenteur délibérée, théâtrale même, comme un acteur ménageant ses effets. La phrase est en latin, annonça-t-il, et elle sentit son cœur se serrer. Le latin, bien sûr, la langue des privilégiés, de ceux qui ont eu accès aux meilleures écoles, aux professeurs particuliers, à toute cette éducation classique qu'on ne dispense plus qu'aux enfants de la haute société. Elle avait abandonné l'école à 18 ans pour travailler, pour aider sa famille après que leur père avait perdu son emploi dans cette restructuration d'entreprise dont les journaux avaient parlé pendant quelques jours avant de passer à autre chose, laissant derrière elle des centaines de familles brisées et des vies détruites. « Ne vous inquiétez pas », dit-il avec une fausse sollicitude qui la fit frissonner. « Ce n'est pas très compliqué. Une phrase courte. 5 mots seulement. Écoutez bien. » Il s'éclaircit la gorge comme un professeur s'apprêtant à délivrer une leçon magistrale. « Si tu es si maligne, traduis. » Il répéta la phrase, articulant chaque syllabe avec une précision exagérée. « Voilà. Vous avez 5 minutes pour trouver la traduction correcte. Le temps commence maintenant. » Mathilde le fixa, abasourdie. Ce n'était pas du latin, c'était du français. Il venait de prononcer une phrase en français et lui demandait de la traduire. Mais traduire dans quelle langue? Elle ouvrit la bouche pour poser la question, mais quelque chose dans son expression, ce mélange de défi et de mépris, l'arrêta. Elle comprit soudain que c'était précisément là le piège, le véritable test. Il ne s'agissait pas de traduire une phrase latine, mais de comprendre qu'il existait une phrase latine qui, lorsqu'elle était prononcée, sonnait exactement comme ces mots français. C'était un jeu de mots, un de ces tours linguistiques que les intellectuels affectionnent et dont ils se servent pour se distinguer du commun des mortels. Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer malgré le bruit de son cœur qui battait trop fort, malgré l'anxiété qui lui serrait la gorge, malgré cette voix intérieure qui lui criait qu'elle n'y arriverait jamais, qu'elle n'était pas assez intelligente, pas assez éduquée, pas assez tout simplement. « Si tu es si maligne », répéta-t-elle mentalement, décomposant chaque mot, cherchant le sens caché. « Si, tu, es, si, maligne ». Soudain, quelque chose s'éclaira dans son esprit. Ce n'était pas « si » comme la conjonction, mais « si » comme la note de musique. Non, ce n'était pas cela non plus. C'était du latin prononcé comme du français. Elle rouvrit les yeux et regarda Valmont qui l'observait avec cette expression d'amusement condescendant qu'elle avait appris à haïr. « Si que tu es », murmura-t-elle d'abord, testant les mots sur sa langue. « Si que tu es si… » Non, ce n'était pas correct. Elle recommença. « Si tu es… » Et soudain, comme un éclair déchirant l'obscurité, la solution lui apparut.
Ce n'était pas une phrase complète en latin, c'était un mélange, un piège à plusieurs niveaux. La phrase latine que l'on cherchait devait ressembler phonétiquement à « si tu es si maligne », traduit. « Situs es », dit-elle lentement, sentant qu'elle touchait à quelque chose. « Situs es ». Le mot « situs » signifiait « situation » ou « lieu » en latin. Elle s'en souvenait vaguement d'un cours d'histoire où le professeur avait expliqué l'étymologie de certains mots français. Situs et si, mais maligne. Quel mot latin pouvait sonner comme maligne? Malignus? Oui, c'était un mot latin qui signifiait méchant ou mauvais. Et traduit? Traduce? Traducis? C'était le verbe traduire en latin, à la deuxième personne du singulier. Situs est si malignus traducis, dit-elle enfin, sa voix tremblante d'incertitude. Tu es situé si tu traduis méchamment. Non, ce n'était pas cela. La syntaxe n'avait pas de sens. Elle regarda Valmont qui souriait maintenant largement, comme quelqu'un qui assiste à un spectacle particulièrement divertissant. 2 minutes, annonça-t-il en consultant sa montre. Une montre suisse dont le prix aurait pu nourrir une famille pendant 1 an. La panique commençait à s'emparer d'elle. 5 000 €. Cette somme qui pouvait tout changer. Elle ne pouvait pas échouer. Elle ne pouvait pas. Mais son esprit semblait s'être vidé, tous ses souvenirs scolaires s'évaporant comme de la brume sous le soleil. Elle pensa à Amélie, à tous les sacrifices qu'elles avaient faits, à toutes ces nuits où elles avaient mangé des pâtes sans sauce, parce que c'était tout ce qu'elles pouvaient se permettre, à toutes ces fois où elles avaient renoncé à quelque chose pour que l'autre puisse avoir ce dont elle avait besoin. Et maintenant, cette opportunité, cette chance inespérée qui se présentait à elle, et elle était sur le point de la laisser filer entre ses doigts par ignorance, par manque d'éducation, par toutes ces lacunes que la pauvreté creuse dans les âmes autant que dans les portefeuilles. 1 minute, dit Valmont, et sa voix contenait maintenant une note de triomphe anticipée, la satisfaction de celui qui sait qu'il va gagner, que son petit jeu cruel va se terminer exactement comme il l'avait prévu. Il se pencha en avant, ses coudes sur ses genoux, ses mains jointes sous son menton, dans une posture qui évoquait un juge attendant le verdict. « Vous savez, continua-t-il avec cette fausse compassion qui était pire que le mépris ouvert, j'ai proposé ce même jeu à d'autres personnes avant vous. Des livreurs, des serveurs, des gens de votre condition. Pas un seul n'a trouvé la réponse. Pas un seul. Et vous savez pourquoi? Parce que vous manquez d'éducation. Parce que votre monde est si petit, si limité, que vous ne pouvez même pas concevoir qu'il existe des jeux de l'esprit qui dépassent vos capacités de compréhension. Quelque chose se brisa en Mathilde à cet instant. Ce n'était pas la colère, pas encore, mais plutôt une forme de clarté glaciale, une lucidité soudaine qui balaya toutes les illusions qu'elle avait entretenues sur la nature de cette interaction. Elle comprit que ce n'était jamais vraiment un jeu, que l'argent n'avait jamais été destiné à être gagné, que tout cela n'était qu'une mise en scène élaborée pour permettre à cet homme de savourer son propre sentiment de supériorité, de se confirmer à lui-même qu'il appartenait à une race à part, qu'il était plus intelligent, plus raffiné, plus digne que ces masses laborieuses qui pédalaient sous ses fenêtres pour lui livrer sa nourriture. Et cette prise de conscience, paradoxalement, libéra son esprit de la pression qu'elle s'était imposée. 30 secondes, annonça Valmont, consultant sa montre avec une ostentation théâtrale. Vous abandonnez? Il n'y a aucune honte à admettre ses limites. Nous ne sommes pas tous nés avec les mêmes avantages, après tout. Certains d'entre nous ont eu la chance de recevoir une éducation classique, d'étudier les langues anciennes, de développer leur intellect dans les meilleures institutions. D'autres, il laissa sa phrase en suspens, le sous-entendu flottant dans l'air comme une insulte à peine voilée. Mathilde se leva brusquement, son mouvement si soudain que Valmont sursauta légèrement, perdant pour un instant cette façade de contrôle parfait qu'il maintenait depuis le début de leur échange. Elle ne savait pas vraiment ce qui la poussait à agir ainsi, quelle impulsion venue des profondeurs de son être la faisait se dresser face à cet homme qui incarnait tout ce qu'elle avait appris à détester au fil de ces années passées à servir ceux qui ne la voyaient jamais vraiment. C'était peut-être la fatigue accumulée de trop de nuits trop courtes, peut-être la frustration de toutes ces humiliations avalées en silence, ou peut-être simplement le fait qu'elle en avait assez, terriblement assez, de courber l'échine devant des gens qui confondaient leur fortune avec une forme de supériorité inhérente. « Vous savez ce qui est vraiment fascinant dans votre petit jeu, monsieur Valmont ?» dit-elle, et sa voix était maintenant aussi froide que le regard de l'homme en face d'elle. Ce n'est pas l'énigme elle-même, ce n'est pas le latin ou le français
ou je ne sais quelle langue morte que seuls les privilégiés comme vous ont le luxe d'étudier, pendant que d'autres doivent travailler pour survivre. Non. Ce qui est fascinant, c'est que vous avez besoin de tout ce cirque pour vous sentir supérieur. Vous avez besoin de piéger des gens comme moi, de nous mettre en situation d'échec, de nous regarder nous débattre comme des insectes coincés dans un bocal, parce que c'est la seule façon pour vous de vous rappeler que vous existez, que vous avez de la valeur. Elle fit un pas vers lui, et il recula instinctivement dans son fauteuil, comme si la proximité physique de cette jeune femme en uniforme de livreuse représentait soudain une menace qu'il n'avait pas anticipée. Vous voulez savoir ce que je pense? Je pense que vous êtes pathétique. Pas parce que vous êtes riche, pas parce que vous habitez dans cette tour ridicule avec votre vue panoramique et votre parquet ciré. Non, vous êtes pathétique parce que malgré tout cet argent, malgré tout ce luxe, vous êtes profondément seul et profondément vide. Et la seule façon que vous ayez trouvé de combler ce vide, c'est de rabaisser les autres pour vous élever vous-même. Valmont ouvrit la bouche, probablement pour proférer quelques remarques cinglantes, pour remettre cette impertinente à sa place, pour lui rappeler qui il était et qui elle était. Mais aucun son ne sortit. Il resta là, bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau, ses yeux bleus écarquillés par la surprise et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur, car personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne n'avait jamais osé percer le voile de déférence et de respect fin que son argent achetait automatiquement. Ses employés le craignaient trop pour le contredire. Ses relations sociales le flattaient trop pour le critiquer. Et les gens ordinaires qu'il croisait au quotidien, les serveurs, les chauffeurs, les livreurs, disparaissaient généralement avant qu'il n'ait le temps de remarquer leur existence au-delà de la fonction qu'ils remplissaient. Comment osez-vous? Commença-t-il finalement, sa voix étranglée par l'indignation, mais Mathilde l'interrompit d'un geste de la main, reproduisant sans le savoir le geste royal qu'il avait lui-même utilisé plus tôt pour la faire taire, et cette inversion des rôles sembla le déstabiliser encore davantage. « Non, c'est moi qui parle maintenant », dit-elle, et il y avait dans sa voix une autorité nouvelle, une force qu'elle ne se connaissait pas, comme si toutes les années de silence et de soumission avaient soudain explosé en un flot de paroles libératrices. « Vous voulez savoir ce que j'ai appris en livrant de la nourriture aux gens comme vous pendant 3 ans ? J'ai appris que l'argent ne rend pas intelligent. Il n'achète pas la classe, il n'achète pas l'élégance de l'esprit, il n'achète certainement pas l'humanité. Tout ce qu'il achète, c'est la possibilité de se protéger des conséquences de sa propre médiocrité. » Elle se dirigea vers la table basse, prit l'enveloppe qui contenait les 5 000 € et la soupesa dans sa main. Elle sentait l'épaisseur des billets sous ses doigts. Elle imaginait tout ce que cet argent pourrait représenter pour elle, pour Amélie, pour leur avenir qui semblait toujours si précaire, si incertain. Pendant un instant, une fraction de seconde qui sembla s'étirer à l'infini, elle fut tentée de la garder, de simplement tourner les talons et de partir avec cette somme qui changerait tant de choses dans sa vie. Mais elle savait que si elle faisait cela, elle ne se le pardonnerait jamais. Elle aurait l'argent certes, mais elle aurait aussi la certitude d'avoir été achetée, d'avoir accepté le prix que cet homme mettait sur son humiliation. « Vous savez ce que je fais de votre argent, monsieur Valmont ?» dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Je le refuse. Non pas parce que je n'en ai pas besoin. Dieu sait que j'en ai besoin. Mais parce que je refuse d'être votre divertissement. Je refuse d'être la preuve vivante de votre supériorité imaginaire. Et je refuse de valider votre vision du monde dans laquelle les gens comme moi n'existent que pour servir les gens comme vous et vous remercier de l'opportunité. » Elle reposa l'enveloppe sur la table avec un geste délibéré, presque cérémoniel, comme si elle accomplissait un acte symbolique dont la signification dépassait largement le simple refus de l'argent. Valmont s'était ressaisi quelque peu, et son visage avait pris cette teinte rouge qui trahit la colère contenue chez ceux qui n'ont pas l'habitude de se la voir refuser quoi que ce soit. « Vous faites une erreur, » dit-il, et sa voix avait retrouvé un peu de sa fermeté initiale, bien qu'elle tremblât légèrement sur certaines syllabes. « Une très grosse erreur. Vous croyez que votre petit discours moralisateur va changer quelque chose ? Vous croyez que vous êtes la première à me débiter ce genre de sermon sur l'humanité et la dignité ? Laissez-moi vous dire quelque chose, mademoiselle. Dans 1 heure, vous serez retournée à votre vélo, à vos livraisons, à votre vie misérable, et moi, je serai toujours ici, dans mon appartement, avec mon argent et mon confort. Rien n'aura changé, absolument rien. »« Vous avez raison, » dit Mathilde, et cette concession sembla le surprendre plus encore que ses accusations précédentes. « Rien ne changera dans les faits matériels de nos existences respectives. Vous continuerez à être riche, et je continuerai à être pauvre. Mais il y a quelque chose qui aura changé, quelque chose que vous ne pouvez pas acheter,
et que vous ne pouvez pas contrôler. Dans votre tête, en ce moment même, il y a un doute. Un tout petit doute qui s'est installé et qui ne partira plus jamais complètement. Le doute que peut-être, juste peut-être, votre argent ne vous protège pas autant que vous le pensiez. Le doute que peut-être vous n'êtes pas aussi supérieur que vous voulez le croire. Et ce doute, monsieur Valmont, ce doute va vous ronger lentement, jour après jour. Chaque fois que vous regarderez par cette fenêtre les gens qui travaillent en bas, chaque fois que vous passerez une commande de livraison, chaque fois que vous croiserez quelqu'un qui vous rappelle que derrière l'uniforme, derrière la fonction, il y a une personne réelle, avec ses propres pensées, ses propres jugements, ses propres opinions sur vous. Elle se dirigea vers la porte, sentant que son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine, sentant l'adrénaline qui circulait dans ses veines comme un feu liquide, sentant aussi cette étrange sensation de légèreté, comme si elle venait de se débarrasser d'un poids qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié qu'il était là. Sa main se posa sur la poignée, et elle se retourna une dernière fois vers Valmont qui était toujours assis dans son fauteuil, figé dans une posture qui évoquait une statue représentant la surprise et la confusion. « Oh, et au fait, » dit-elle avec un sourire qui n'avait rien de chaleureux mais tout de triomphant, « la réponse à votre énigme, je crois que je l'ai trouvée. Si tu es si maligne traduit en latin phonétique donnerait quelque chose comme « sic tu es significant traduc » ou peut-être « si tu es sic malignus traduci ». Mais honnêtement, je m'en fiche, parce que la vraie énigme ici, ce n'est pas votre petit jeu linguistique. C'est de comprendre comment quelqu'un peut avoir autant et être si peu. Elle ouvrit la porte et sortit dans le couloir, laissant derrière elle un Valmont qui semblait avoir été frappé par la foudre. Elle marchait vite, presque courait vers l'ascenseur, craignant qu'il ne se ressaisisse et ne la poursuive, ne chercha à avoir le dernier mot, mais elle entendit seulement le bruit de la porte qui se refermait derrière elle, et puis plus rien. Dans l'ascenseur qui la ramenait vers le rez-de-chaussée, vers son vélo, vers sa vie réelle avec ses problèmes réels, elle se permit de trembler enfin, de laisser sortir toute la tension qui s'était accumulée pendant ces 15 ou 20 minutes qu'elle avait passées là-haut. Elle avait refusé 5 000 €. 5 000 €. Amélie allait la traiter de folle. Elle se traitait elle-même de folle. Mais en même temps, elle sentait qu'elle avait gagné quelque chose de plus précieux que l'argent, quelque chose qu'elle ne savait pas vraiment nommer, mais qui ressemblait à du respect de soi. Le portier la regarda sortir avec son expression habituelle d'indifférence professionnelle, ne remarquant rien de particulier dans cette livreuse qui partait comme des centaines d'autres avant elle. Elle enfourcha son vélo, consulta son téléphone pour voir quelle était sa prochaine destination, et se remit à pédaler dans la nuit qui était maintenant complète. Les lumières de la ville défilaient autour d'elle, floues et indistinctes, et elle pensait à Valmont là-haut dans sa tour, se demandant si elle avait vraiment eu raison de lui parler ainsi, si elle n'avait pas simplement gâché l'opportunité de sa vie pour le plaisir éphémère de dire ces 4 vérités à un homme qui les oublierait probablement dès le lendemain. Mais quelque chose lui disait que non, qu'il ne les oublierait pas, que ces mots avaient pénétré plus profondément qu'elle ne l'avait espéré dans cette armure d'arrogance et de suffisance dont il s'était entouré. Elle ne savait pas encore que là-haut, dans l'appartement du 43e étage, Édouard Valmont était toujours assis dans son fauteuil, fixant l'enveloppe blanche sur la table basse, incapable de bouger, incapable de penser, son esprit tournant en boucle sur les paroles de cette jeune femme dont il ne connaissait même pas le nom, ces paroles qui avaient ouvert une brèche dans la muraille de certitude qu'il avait construite autour de son existence. Il porta la main à sa gorge, comme s'il suffoquait soudain, comme si l'air de son appartement climatisé à la température parfaite était devenu irrespirable. Il essaya de parler, de prononcer quelque chose, n'importe quoi, une insulte, une justification, un rire méprisant qui prouverait que tout cela ne l'affectait pas, mais aucun son ne sortit. Sa bouche s'ouvrait et se fermait mécaniquement, mais sa voix, cette voix qui avait l'habitude de commander et d'être obéie, cette voix qui l'avait entraîné pendant des années à exprimer exactement le degré de supériorité et de condescendance qu'il souhaitait, cette voix avait disparu, complètement, totalement, comme si les mots de Mathilde avaient emporté avec eux sa capacité même à s'exprimer. Il se leva précipitamment, se dirigea vers la salle de bain, ouvrit le robinet et but de l'eau directement au jet, espérant que cela délierait ce nœud qui s'était formé dans sa gorge. Mais rien n'y fit. Il regarda son reflet dans le miroir et vit un homme qu'il ne reconnaissait pas tout à fait, un homme dont les yeux trahissaient une panique grandissante, une incompréhension totale face à ce qui lui arrivait. Il ouvrit à nouveau la bouche, essaya de forcer les mots à sortir, mais seul un faible croassement émergea,
un son pathétique qui n'avait rien à voir avec sa voix habituelle. La peur commença à s'installer, cette peur primitive et viscérale qui nous saisit lorsque notre corps nous trahit de manière incompréhensible. Il pensa à appeler son médecin, mais comment le ferait-il puisqu'il ne pouvait pas parler? Il pensa à taper un message, à utiliser son téléphone pour demander de l'aide, mais quelque chose dans cette situation lui semblait tellement irréel, tellement impossible, qu'il ne parvenait pas à passer à l'action. Il retourna dans le salon, se laissa tomber sur le canapé, et pour la première fois depuis des années, peut-être depuis son enfance, Édouard Valmont se mit à pleurer, de grandes larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues et qu'il ne cherchait même pas à essuyer. Dans les rues de la ville, Mathilde continuait ses livraisons, inconsciente du chaos qu'elle avait laissé derrière elle. Elle livra un repas à une famille qui la remercia chaleureusement, un autre à un jeune homme qui semblait aussi fatigué qu'elle, un troisième à une femme âgée qui insista pour lui donner un pourboire malgré ses protestations. La vie continuait, banale et extraordinaire à la fois, chaque livraison une brève intersection entre des existences qui ne se toucheraient plus jamais après ces quelques secondes d'échange. Vers 23 heures, épuisée mais satisfaite d'avoir atteint son quota de livraison pour la journée, elle rentra enfin chez elle. L'appartement qu'elle partageait avec Amélie se trouvait au 5e étage d'un immeuble délabré dans un quartier que les agents immobiliers décrivaient pudiquement comme « en devenir », ce qui signifiait en réalité qu'il était encore suffisamment pauvre pour être abordable, mais que les promoteurs lorgnaient déjà dessus avec cet appétit vorace qui précède toujours la gentrification. 30 mètres carrés dans lesquels elles avaient réussi à créer quelque chose qui ressemblait à un foyer, malgré l'humidité qui tachait les murs, malgré les tuyaux qui gémissaient à la nuit, malgré les voisins du dessous qui semblaient avoir des disputes conjugales à des heures impossibles. C'était petit, c'était imparfait, mais c'était à elle, et cela comptait plus que tout le luxe impersonnel qu'elle avait vu dans la tour céleste. Amélie était encore réveillée, assise à la minuscule table qui leur servait à la fois de bureau, de coin repas et de plan de travail pour la cuisine, ses livres de médecine étalés autour d'elle dans un désordre organisé que Mathilde avait appris à ne plus déranger. Elle leva les yeux à l'entrée de sa sœur, et son visage s'illumina de ce sourire qui faisait toujours chaud au cœur de Mathilde, ce sourire qui lui rappelait pourquoi elle acceptait de se tuer à la tâche jour après jour, pourquoi elle endurait les humiliations et la fatigue, pourquoi elle continuait à croire qu'un avenir meilleur était possible. Amélie avait 22 ans, 2 ans de moins qu'elle, mais parfois Mathilde avait l'impression que c'était elle la cadette tant sa sœur dégageait une force tranquille, une certitude dans ses choix qui lui faisait défaut à elle-même. « Tu rentres tard », dit Amélie en refermant son manuel d'anatomie. « Bonne journée ?» C'était une question purement rhétorique, car elles savaient toutes les deux qu'aucune journée passée à livrer de la nourriture sous la pluie, dans le froid, ou sous le soleil brûlant ne pouvait vraiment être qualifiée de bonne. Mais c'était leur rituel, cette façon de se demander mutuellement comment s'était passée la journée, comme si elles avaient des emplois normaux, des vies normales, comme si elles étaient ces jeunes femmes insouciantes qu'elles auraient dû être à leur âge au lieu d'être ces guerrières épuisées, luttant pour leur survie dans une ville qui ne faisait pas de cadeaux. Mathilde s'effondra sur le canapé qui leur servait aussi de lit la nuit grâce à un mécanisme compliqué qu'elles avaient maîtrisé après plusieurs tentatives désastreuses, et elle ferma les yeux un instant, savourant le simple fait d'être enfin immobile, de ne plus avoir à pédaler, à courir, à se presser constamment. « J'ai vécu quelque chose d'étrange aujourd'hui », dit-elle enfin, et quelque chose dans le ton de sa voix fit lever les yeux à Amélie qui la connaissait suffisamment bien pour détecter les nuances, les non-dits, les émotions qu'elle essayait généralement de dissimuler derrière un masque de stoïcisme pratique. Elle raconta toute l'histoire, depuis le moment où elle était entrée dans la tour céleste jusqu'à celui où elle en était sortie, laissant derrière elle 5 000 € et un homme qu'elle avait réduit au silence avec ces mots. Amélie l'écouta sans l'interrompre, ses yeux s'écarquillant progressivement à mesure que le récit se déroulait, passant de la curiosité à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à un mélange d'admiration et de consternation. Quand Mathilde eut terminé, un long silence s'installa entre elles, ce genre de silence lourd de signification que seuls peuvent partager ceux qui se connaissent intimement depuis toujours. « Tu as refusé 5 000 €, dit finalement Amélie, et ce n'était ni une question ni une accusation, mais simplement une constatation, comme si elle essayait de rendre réel dans son esprit ce fait qui semblait défier toute logique. 5 000 € que nous aurions pu utiliser pour payer le loyer en avance, pour constituer enfin une réserve d'urgence, pour te permettre de prendre quelques jours de repos dont tu as désespérément besoin.
Tu as refusé tout cela parce qu'un homme riche s'est comporté comme un imbécile prétentieux. Mathilde sentit une bouffée de défensive monter en elle. Cette réaction instinctive à ce qui sonnait comme une critique, même si elle savait qu'Amélie ne la jugeait pas vraiment, qu'elle essayait simplement de comprendre, de mettre de l'ordre dans une situation qui était aussi déroutante pour elle que pour Mathilde elle-même. Ce n'était pas que cela, commença-t-elle, cherchant les mots pour exprimer ce qu'elle avait ressenti là-haut. Cette sensation d'être réduite à moins qu'humaine, d'être transformée en un simple objet de divertissement pour quelqu'un qui avait tellement d'argent qu'il ne savait plus quoi en faire sinon acheter le droit de rabaisser les autres. C'était une question de dignité, de refuser d'être acheté, de refuser de valider son monde où les gens comme nous n'existent que pour amuser les gens comme lui. Amélie hocha lentement la tête et son visage prit cette expression sérieuse qu'elle arborait quand elle réfléchissait profondément à quelque chose, pesant tous les aspects d'une question avant de se former une opinion définitive. C'était cette même expression qu'elle avait lorsqu'elle étudiait des cas médicaux complexes, essayant de diagnostiquer un problème en tenant compte de tous les symptômes, même les plus subtils. « Je comprends », dit-elle finalement. « Vraiment, je comprends. Et une partie de moi est terriblement fière de toi, de ce courage que tu as eu de lui tenir tête, de refuser de jouer son jeu selon ses règles. Mais une autre partie de moi, la partie pragmatique qui compte chaque euro que nous dépensons, qui calcule constamment combien de temps nous pouvons tenir avant que tout s'effondre, cette partie-là est terrifiée par ce que tu as fait. » Elle se leva et vint s'asseoir à côté de Mathilde sur le canapé, prenant les mains de sa sœur dans les siennes, ses mains calleuses et abîmées par le froid et les frottements du guidon, ses mains qui racontaient mieux que n'importe quel mot l'histoire de leur lutte quotidienne. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ?» continua Amélie, sa voix douce mais ferme. « Ce n'est pas que tu aies refusé l'argent, c'est que tu l'aies fait impulsivement sous le coup de l'émotion sans réfléchir aux conséquences. Tu es comme ça depuis toujours, tu sais. Tu réagis avec ton cœur plutôt qu'avec ta tête, tu te laisses guider par tes principes même quand ils te mènent droit dans le mur. Et je t'aime pour ça vraiment parce que c'est ce qui fait de toi quelqu'un de bien, quelqu'un d'intègre. Mais parfois, Mathilde, parfois je voudrais que tu sois un peu moins intègre et un peu plus pragmatique. » Mathilde sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas de tristesse mais de cette émotion complexe qui naît lorsqu'on réalise que quelqu'un nous connaît vraiment, nous voit vraiment, avec tous nos défauts et toutes nos contradictions, et nous aime malgré tout, ou peut-être à cause de tout cela. « Tu crois que j'ai fait une erreur ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant le doute qui commençait à s'insinuer en elle maintenant que l'adrénaline était retombée et qu'elle pouvait voir la situation avec un peu plus de recul. « Je crois que tu as fait ce que tu devais faire », répondit Amélie après un moment de réflexion. Pas ce qui était le plus intelligent d'un point de vue financier, pas ce qui était le plus pratique, mais ce qui était nécessaire pour que tu puisses te regarder dans le miroir demain matin sans avoir honte. Et ça compte aussi, tu sais. Ça compte peut-être même plus que l'argent, même si c'est difficile de le croire quand on regarde notre compte en banque. Elle serra plus fort les mains de Mathilde. Mais promets-moi une chose. Promets-moi que la prochaine fois qu'une opportunité se présente, même si elle vient d'une source douteuse, tu prendras le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, avant de la rejeter au nom de tes principes. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre trop de ces moments héroïques. Notre situation est trop précaire pour cela. Elles restèrent ainsi un long moment, enlacées sur le canapé, puisant dans la présence l'une de l'autre cette force qui leur permettait de continuer jour après jour malgré les obstacles, malgré la fatigue, malgré cette sensation parfois écrasante que le monde était construit de telle façon qu'elles ne pourraient jamais vraiment s'en sortir, qu'elles étaient condamnées à courir sur place comme des hamsters dans une roue, dépensant toute leur énergie simplement pour rester au même endroit. Puis Amélie se leva, prépara du thé avec ce qui leur restait de sachet, et elles passèrent le reste de la soirée à discuter d'autres choses, de sujets plus légers, essayant de retrouver cette normalité rassurante qui leur permettait d'oublier pendant quelques heures que leur vie était une bataille constante. Mais pendant ce temps, dans son appartement de la Tour Céleste, Édouard Valmont vivait un tout autre genre de nuit. Après avoir pleuré pendant ce qui lui avait semblé des heures mais n'avait probablement été que quelques minutes, il s'était ressaisi suffisamment pour tenter de nouveau de parler. Rien, pas le moindre son. Il avait alors fait ce que font tous les gens de son époque et de sa génération face à un problème incompréhensible. Il avait cherché sur Internet. Les doigts tremblants, il avait tapé « perte soudaine de la voix »,« impossibilité de parler sans cause physique »,« aphonie psychologique ». Les résultats qui s'affichaient parlaient de stress post-traumatique, de choc émotionnel,
de conversion hystérique, tous ces termes médicaux qui semblaient appartenir à un autre monde, à une autre réalité que la sienne. Il refusait de croire que les paroles d'une simple livreuse, d'une personne qui n'était rien dans son monde, qui ne comptait pas, qui était aussi insignifiante qu'un grain de poussière, aient pu avoir un tel effet sur lui. C'était impossible, absurde. Il devait y avoir une explication physique, rationnelle, médicale. Peut-être avait-il avalé quelque chose de travers au dîner. Peut-être avait-il développé une allergie soudaine. Peut-être était-ce le début d'une maladie grave qui n'avait aucun rapport avec cette rencontre dérangeante. Il consulta sa montre, vit qu'il était près de minuit, trop tard pour appeler son médecin personnel, mais il pourrait le faire demain matin à la première heure. En attendant, il allait se coucher, dormir, et au réveil tout serait redevenu normal. Cette certitude était la seule chose à laquelle il pouvait se raccrocher pour ne pas sombrer dans la panique totale. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Allongé dans son lit king-size au drap de soie qui avait coûté plus que ce que la plupart des gens dépensaient en meubles pour tout un appartement, il fixait le plafond dans l'obscurité, rejouant en boucle dans son esprit la scène avec Mathilde, cherchant le moment exact où tout avait basculé, où son petit jeu amusant s'était transformé en cauchemar. Il se revoyait prononcer ces mots qu'il avait dit tant de fois auparavant à d'autres personnes dans d'autres circonstances. Ces mots qui avaient toujours produit l'effet désiré, qui avaient toujours confirmé sa supériorité, qui avaient toujours mis les autres à leur place. Mais cette fois, quelque chose avait été différent. Cette femme, cette Mathilde dont il ne connaissait même pas le nom de famille, n'avait pas réagi comme les autres. Elle ne s'était pas effondrée en larmes. Elle ne s'était pas excusée. Elle ne s'était pas humiliée davantage en suppliant pour l'argent. Non, elle s'était dressée face à lui comme un égal. Non, plus qu'un égal, comme quelqu'un qui le regardait de haut, qui le jugeait et le trouvait insuffisant. Et le pire, le plus insupportable, c'était que chaque mot qu'elle avait prononcé avait résonné en lui comme une vérité qu'il avait passé des années à enfouir sous des couches de rationalisation et de justification. Était-il vraiment aussi vide qu'elle l'avait dit ? Était-il vraiment aussi pathétique, aussi seul, aussi désespérément en quête de validation qu'il devait rabaisser les autres pour se sentir supérieur ? Il se retourna dans son lit, cherchant une position confortable qui semblait lui échapper, et dans le silence de la nuit, il entendit le tic-tac de l'horloge ancienne qu'il avait achetée lors d'une vente aux enchères, ce tic-tac régulier qui marquait le passage du temps avec une indifférence implacable. Combien de temps lui restait-il ? Pas dans le sens mortel du terme, bien qu'à 45 ans il fût certainement plus proche de la fin que du début, mais dans le sens plus existentiel de combien de temps avait-il encore pour changer, pour devenir quelqu'un de différent, quelqu'un de meilleur ? Ou était-il déjà trop tard ? Était-il déjà fossilisé dans ses habitudes et ses certitudes, condamné à répéter les mêmes schémas jusqu'à ce que la mort vienne finalement le libérer de lui-même ? Ces pensées, si étrangères à sa façon habituelle de voir le monde, l'effrayaient plus encore que la perte de sa voix, car elles suggéraient que quelque chose s'était cassé en lui ce soir, quelque chose d'essentiel dans la structure même de son identité, et il ne savait pas s'il serait capable de le réparer, ou s'il devrait apprendre à vivre avec cette fissure, cette brèche par laquelle s'infiltraient maintenant toutes sortes de doutes et de questions qu'il avait réussi à tenir à distance pendant si longtemps. Il finit par s'endormir aux premières lueurs de l'aube, épuisé par cette nuit blanche passée à combattre des démons intérieurs dont il avait nié l'existence jusqu'à présent. Le lendemain matin, Mathilde se réveilla avec la sensation étrange d'avoir changé pendant la nuit, comme si l'affrontement avec Valmont l'avait transformée d'une façon qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Elle se prépara mécaniquement, enfila son uniforme jaune, vérifia que son téléphone était chargé, que son vélo était en état de marche, et sortit affronter une nouvelle journée de livraison. Le ciel était gris, menaçant, et l'air avait cette qualité lourde qui annonce la pluie. Elle pédala vers le centre-ville, acceptant les commandes qui apparaissaient sur son application, se concentrant sur les trajets, les adresses, les horaires, essayant de ne pas penser à l'argent qu'elle avait refusé, aux opportunités qu'elle avait peut-être perdues. Vers midi, alors qu'elle s'apprêtait à livrer un repas dans un bureau du quartier des affaires, son téléphone sonna. Ce n'était pas l'application de livraison mais un vrai appel, ce qui était suffisamment rare pour qu'elle s'arrête sur le côté de la rue et décroche avec une pointe d'inquiétude. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, et pendant une fraction de seconde, elle pensa à Valmont, se demandant s'il avait réussi à obtenir ses coordonnées d'une façon ou d'une autre, s'il appelait pour se venger, pour la menacer, pour lui faire payer son insolence de la veille. Mais la voix qui résonna dans l'écouteur n'était pas celle de Valmont. C'était une voix féminine,
professionnelle, celle d'une assistante ou d'une secrétaire habituée à gérer des situations délicates. « Mademoiselle Renard » demanda la voix, et Mathilde confirma d'un simple oui, son cœur battant maintenant plus vite sans qu'elle sache vraiment pourquoi. « Je m'appelle Sophie Marchand, je suis l'assistante personnelle de Monsieur Édouard Valmont. » Un long silence s'ensuivit, durant lequel Mathilde sentit tous ses muscles se tendre, son esprit se préparant à affronter ce qui allait suivre, qu'il s'agisse de menaces légales, de tentatives d'intimidation, ou de quelque autre forme de représailles qu'un homme riche et blessé dans son orgueil pourrait imaginer. Monsieur Valmont souhaiterait vous rencontrer à nouveau, à votre convenance bien entendu. Il comprend que vous travaillez et ne voudrait en aucun cas perturber votre emploi du temps. Cette dernière phrase, cette reconnaissance inattendue de son travail, de ses contraintes, sonnait si étrangement dans la bouche de quelqu'un qui représentait Valmont que Mathilde faillit rire. Mais elle se retint, maintenant sa voix neutre et froide. « Ah, pourquoi voudrais-je le revoir ?» demanda-t-elle, et elle entendit l'assistante prendre une longue inspiration, comme si elle hésitait sur la meilleure façon de formuler ce qui allait suivre. « Il y a eu un incident. Depuis votre départ hier soir, Monsieur Valmont a perdu l'usage de la parole. Complètement. Il ne peut plus prononcer un seul mot. Les médecins qu'il a consultés ce matin n'ont trouvé aucune cause physique. Il parle d'une origine psychologique, d'un choc émotionnel. Et Monsieur Valmont semble penser que vous pourriez peut-être... » Elle laissa sa phrase en suspens, et Mathilde comprit ce qu'elle ne disait pas. Valmont pensait qu'elle l'avait d'une certaine façon maudit, qu'elle avait le pouvoir de lui rendre sa voix puisqu'elle semblait l'avoir prise. C'était absurde, irrationnel, le genre de pensée magique qu'on attribue généralement aux enfants ou aux personnes superstitieuses, pas à un homme d'affaires rationnel et calculateur comme Édouard Valmont. Et pourtant, dans sa détresse, il s'était raccroché à cette idée, à cette possibilité que la femme qui l'avait réduit au silence par ses paroles puisse aussi le libérer par d'autres paroles. « Je ne suis pas une sorcière », dit Mathilde avec une pointe d'ironie qu'elle ne chercha pas à dissimuler, « et je n'ai aucun pouvoir magique. Si votre employeur a perdu sa voix, c'est son problème, pas le mien. »« Je comprends votre réticence », répondit Sophie Marchand, et il y avait dans sa voix quelque chose qui ressemblait à de la compassion, peut-être même à une pointe d'admiration. Et je ne vous blâme pas, mais je vous demande simplement de considérer cette possibilité, pas pour lui nécessairement, mais peut-être pour vous. Il y a des choses qu'il souhaite vous dire, ou plutôt vous écrire puisqu'il ne peut plus parler, des choses qui pourraient avoir de l'importance. Elle marqua une pause. Il a mentionné qu'il était prêt à vous offrir une compensation substantielle pour votre temps. 10 000 € pour 1 heure de votre temps. 10 000 €, le double de ce qu'il avait offert la veille. Mathilde sentit la tentation la saisir à nouveau. Cette voix insidieuse qui lui murmurait qu'elle serait folle de refuser, que l'argent n'avait pas d'odeur, que ce serait différent cette fois parce qu'elle aurait le pouvoir, parce que c'était lui qui la suppliait de venir et non l'inverse. Mais une autre voix, plus forte, lui rappelait les paroles d'Amélie la nuit précédente, cette mise en garde contre les décisions impulsives, ce conseil de réfléchir avant d'accepter ou de refuser. « Je vais y penser », dit-elle finalement. « Rappelez-moi ce soir après 19 h. Je vous donnerai ma réponse à ce moment-là. » Elle raccrocha et resta là, debout à côté de son vélo, regardant les gens qui passaient autour d'elle, tous ces anonymes pressés qui se rendèrent quelque part, qui avaient leur propre vie compliquée, leur propre drame et leur propre joie, dont elle ne saurait jamais rien. Elle pensa à Valmont, muet dans son appartement luxueux, confronté pour la première fois peut-être à une forme d'impuissance qu'aucune somme d'argent ne pouvait résoudre. Elle pensa à ce que cela signifiait, cette perte de voix, pour quelqu'un dont toute l'identité reposait sur sa capacité à commander, à négocier, à imposer sa volonté par les mots. C'était comme si on avait coupé les jambes à un danseur, les mains à un pianiste, enlevé à quelqu'un l'outil même qui définissait son existence. Elle reprit ses livraisons, mais toute la journée cette conversation la hanta, se superposant à ses pensées comme une mélodie obsédante qu'on ne peut pas chasser de son esprit. À chaque arrêt, à chaque interaction avec un client, elle se surprenait à observer comment les gens utilisèrent leur voix, comment ils prenaient pour acquis cette capacité à s'exprimer, à se faire entendre, à exister dans le monde par le biais des mots. Elle imagina ce que ce serait de perdre cela soudainement, de se retrouver piégée dans un silence imposé, avec toutes ses pensées et ses émotions bouillonnant à l'intérieur sans possibilité de les exprimer. C'était une forme de prison, réalisa-t-elle. Peut-être la pire des prisons parce qu'elle vous enfermait non pas dans un lieu mais dans vous-même. Le soir venu, elle rentra chez elle plus tôt que d'habitude, ayant décidé de terminer sa journée plus tôt pour avoir le temps de réfléchir vraiment,
de peser cette décision avec toute l'attention qu'elle méritait. Amélie était déjà là, préparant le dîner avec les ingrédients modestes qu'elle gardait toujours en réserve, et son visage s'illumina en voyant sa sœur rentrer à une heure presque raisonnable. Mathilde lui raconta l'appel de l'assistante, la proposition, et ensemble elles s'assirent pour en discuter avec cette gravité qu'on réserve aux décisions qui peuvent changer le cours d'une vie. 10 000 €, murmura Amélie, et Mathilde vit dans ses yeux ce même mélange de désir et de prudence qu'elle ressentait elle-même. Avec cette somme, nous pourrions respirer pendant des mois. Je pourrais réduire mes heures au café et me concentrer davantage sur mes études. Tu pourrais prendre quelques jours de repos, peut-être même voir un médecin pour ton genou qui te fait souffrir depuis des semaines. Elle prit les mains de Mathilde dans les siennes. Mais la question n'est pas seulement l'argent, n'est-ce pas? La question est de savoir ce que tu ressens face à cette situation. Est-ce que tu veux le revoir? Est-ce que tu penses pouvoir l'aider? Et si tu acceptes, est-ce que ce sera pour l'argent ou pour autre chose? Mathilde réfléchit longuement avant de répondre, essayant de démêler les chevaux complexes de ses motivations. « Je pense, » dit-elle lentement, choisissant ses mots avec soin, « que je veux comprendre. Comprendre comment mes paroles ont pu avoir un tel effet sur lui. Comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme qui a tout et qui se retrouve soudainement privé de quelque chose d'aussi fondamental que sa voix. Et oui, l'argent compte aussi. Je ne vais pas prétendre le contraire. Nous en avons besoin. Mais cette fois, ce sera différent. Cette fois, c'est lui qui a besoin de moi, pas l'inverse. Et cela change tout. » Quand Sophie Marchand rappela à 19 h précises, Mathilde était prête. « J'accepte de le rencontrer, » dit-elle d'une voix ferme. « Mais à mes conditions, pas chez lui, dans un lieu neutre public, un café de mon choix. Et je veux l'argent avant notre conversation, pas après. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, puis un murmure de consultation, et enfin la voix de l'assistante revint, légèrement surprise mais professionnelle. « Monsieur Valmont accepte vos conditions. Choisissez le lieu et l'heure, et je veillerai à ce qu'il soit là. » 2 jours plus tard, par un après-midi gris mais sec, Mathilde se présenta au Café des Lumières, un établissement modeste du quartier latin qu'elle affectionnait parce que le propriétaire, un vieil homme qui avait connu des jours meilleurs, laissait les étudiants et les travailleurs précaires s'installer pendant des heures pour le prix d'un simple café. Elle arriva en avance, choisit une table au fond de la salle d'où elle pouvait voir l'entrée, et commanda un thé qu'elle sirota lentement en observant les allées et venues des clients. À l'heure convenue, elle le vit entrer, et elle faillit ne pas le reconnaître tant il semblait transformé. L'homme qui franchit le seuil du café n'avait plus rien de l'arrogance triomphante qu'elle avait affrontée dans son appartement. Valmont portait des vêtements simples, un jean et un pull qui devaient être coûteux mais ne criaient pas leur prix, et son visage était marqué par une fatigue qui allait bien au-delà du simple manque de sommeil. C'était la fatigue existentielle de quelqu'un qui a été forcé de se confronter à des vérités qu'il avait passé sa vie à éviter. Ses yeux bleus glacial qu'il avait refixés avec tant de condescendance, étaient maintenant emplis d'une vulnérabilité qui la désarma complètement. Il la vit, hocha la tête en guise de salutation, et se dirigea vers sa table d'une démarche qui manquait de toute assurance. Il s'assit en face d'elle, et pendant un long moment ils se regardèrent simplement, 2 êtres humains séparés par un abîme de classe et d'expérience, mais reliés maintenant par ce lien étrange et inattendu que créent les circonstances extraordinaires. Puis Valmont sortit de sa poche une enveloppe qu'il posa sur la table entre eux. Elle était identique à celle qu'elle avait vue dans son appartement, épaisse de billets, et Mathilde la prit sans un mot, la glissa dans son sac sans la compter. La confiance ou l'indifférence, elle n'aurait su dire laquelle des deux motivait son geste, mais elle savait que l'argent n'était plus vraiment l'enjeu de cette rencontre. Il sortit ensuite un carnet et un stylo, et commença à écrire. Son écriture était élégante, travaillée, le produit d'années d'éducation dans les meilleures écoles, mais la main tremblait légèrement, trahissant son état émotionnel. Il écrivit pendant plusieurs minutes, remplissant page après page de cette écriture serrée et précise, puis il tourna le carnet vers elle pour qu'elle puisse lire. « Je ne sais pas comment commencer », avait-il écrit. « Les mots, qui ont toujours été mes meilleurs alliés, mes armes les plus efficaces, m'ont abandonné. Non, ce n'est pas correct. Je les ai perdus au moment même où j'en avais le plus besoin. Ou peut-être est-ce l'inverse? Peut-être les ai-je perdus précisément parce que je les utilisais mal depuis si longtemps. » Mathilde lut en silence, consciente du regard de Valmont fixé sur elle, attendant sa réaction, qu'étant peut-être un signe de compréhension ou de pardon qu'elle n'était pas encore certaine de pouvoir lui offrir. Il continua à écrire. « Depuis que vous êtes parti,
J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Trop de temps, peut-être. Et j'ai réalisé que tout ce que vous m'avez dit était vrai. Cruellement, douloureusement vrai. Je suis pathétique. Je suis vide. Je suis seul. Et la pire partie, celle qui me tient éveillé la nuit, c'est que je le savais déjà. Je l'ai toujours su, quelque part au fond de moi. Mais j'ai construit toute ma vie autour du déni de cette vérité, autour de la création d'une façade si épaisse, si convaincante, que je pouvais presque croire moi-même à son authenticité. Il tourna la page et continua son épanchement écrit. Vous avez fait quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. Vous m'avez vu, vraiment vu. Pas l'image que je projette, pas le personnage que j'ai construit, mais la personne réelle et misérable qui se cache derrière. Et cette vision était si insupportable que mon corps a fait la seule chose logique. Il m'a empêché de continuer à perpétuer le mensonge. Il m'a retiré les mots avec lesquels je construisais ma prison. Il s'arrêta d'écrire, leva les yeux vers elle, et elle vit qu'ils étaient brillants de larmes contenues. Cet homme qui probablement n'avait pas pleuré depuis son enfance, se retrouvant soudain submergé par des émotions qu'il ne savait pas gérer. « Je ne suis pas venu ici pour vous absoudre », dit Mathilde doucement, sa voix plus gentille qu'elle ne l'aurait cru possible quelques jours auparavant. « Je ne suis pas une prêtresse, et vous n'êtes pas en confession. Je ne peux pas vous dire que tout est pardonné, que vous êtes maintenant une meilleure personne parce que vous avez eu cette révélation. Les révélations sont faciles. Le vrai travail commence après, quand vous devez vivre avec ce que vous avez découvert sur vous-même et décider ce que vous allez faire de cette connaissance. » Elle prit une gorgée de son thé, laissant ses mots s'installer entre eux. « Mais je vais vous dire quelque chose que je crois être vrai. Votre voix ne reviendra pas parce que je vous donne la permission. Elle ne reviendra pas parce que j'accomplis quelques rituels magiques ou prononce quelques formules. Elle reviendra quand vous serez prêt à l'utiliser différemment, quand vous aurez appris à voir les autres comme des êtres humains, plutôt que comme des accessoires de votre ego. » Valmont écrivit frénétiquement. « Comment puis-je apprendre cela? Comment puis-je changer quelque chose qui est si profondément ancré en moi? J'ai 45 ans. Je suis qui je suis. » Mathilde sourit. Un sourire sans joie mais sans cruauté non plus, simplement empreint d'une sagesse qu'elle avait acquise à la dure, dans les rues de la ville, dans les innombrables interactions avec toutes sortes de personnes. « Vous commencez, dit-elle, en arrêtant de croire que vous savez déjà tout. Vous commencez en écoutant vraiment les gens quand ils vous parlent, au lieu de simplement attendre votre tour pour parler. Vous commencez en reconnaissant que votre argent ne fait pas de vous quelqu'un de spécial, qu'il fait simplement de vous quelqu'un de chanceux. » Elle se pencha légèrement en avant, tenant son regard. « Et vous savez quoi? Peut-être que vous n'y arriverez jamais complètement. Peut-être que vous êtes trop vieux, trop formé par vos habitudes pour vraiment changer en profondeur. Mais au moins, vous pouvez essayer. Vous pouvez faire l'effort. Et cet effort en lui-même, même s'il échoue, aura plus de valeur que toute cette réussite matérielle dont vous êtes si fier. » Elle marqua une pause. « Ma sœur étudie la médecine. Elle m'a expliqué une fois que les médecins font un serment qui commence par « D'abord, ne pas nuire ». Peut-être que vous pourriez adopter quelque chose de similaire. D'abord, ne pas nuire. Cessez d'utiliser votre pouvoir et votre argent pour rabaisser les autres. C'est un début. » Valmont resta longtemps immobile, son stylo suspendu au-dessus de la page, ses yeux perdus dans une contemplation intérieure. Puis il écrivit simplement « Je vais essayer ». 2 mots, 3 syllabes, mais chargés d'un poids qui dépassait leur simplicité apparente. Mathilde hocha la tête, acceptant cette promesse pour ce qu'elle valait, ni plus ni moins. Ils restèrent ainsi encore une demi-heure, échangeant parfois quelques phrases, elle parlant et lui écrivant, créant entre eux une forme étrange de dialogue qui transcendait les limitations physiques. Elle lui parla de sa vie, de ses luttes, des réalités quotidiennes de ceux qui vivent en marge de la richesse qu'il considérait comme normale. Et il l'écouta, vraiment écouta, pour peut-être la première fois de sa vie, écoutant vraiment quelqu'un qui venait d'un monde si différent du sien. Quand ils se séparèrent enfin, le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de ces teintes orangées et roses qui rendent même les villes les plus grises momentanément belles. Valmont se leva, hésita un moment, puis tendit la main. Mathilde la serra, sentant la fermeté de sa poigne mais aussi le tremblement qui la parcourait, et dans ce contact bref, elle perçut toute la fragilité de cet homme qui avait semblé si invincible quelques jours auparavant. Il écrivit une dernière phrase dans son carnet et lui montra « Merci de m'avoir donné une seconde chance. Pas de retrouver ma voix, mais de trouver quelque chose de plus important. » Elle ne demanda pas ce qu'était ce quelque chose de plus important. Elle savait qu'il devrait le découvrir par lui-même.
Les semaines qui suivirent apportèrent des changements subtils mais significatifs dans les vies de ces deux personnes qui s'étaient croisées dans des circonstances si improbables. Mathilde utilisa l'argent avec une prudence qu'Amélie applaudit, mettant de côté une réserve d'urgence substantielle, payant le loyer en avance pour 3 mois, et se permettant même quelques petits luxes qu'elle s'était refusés pendant si longtemps. Elle continua ses livraisons, mais avec une nouvelle confiance en elle, une assurance qui venait de la connaissance qu'elle avait tenu tête à l'un des puissants et en était sortie non seulement indemne, mais victorieuse. Les clients le sentaient, cette nouvelle énergie qu'elle dégageait, et curieusement ses pourboires augmentèrent, comme si les gens répondaient inconsciemment à ce changement qu'ils ne pouvaient pas vraiment nommer, mais qu'ils percevaient néanmoins. Quant à Valmont, sa voix ne revint pas immédiatement. Cela prit du temps, des semaines durant lesquelles il dut apprendre à naviguer dans un monde qui soudainement ne le reconnaissait plus, ne lui accordait plus l'attention et le respect automatique que son éloquence et son assurance avaient toujours commandé. Il dut apprendre l'humilité, cette vertu qu'il avait méprisée toute sa vie comme une faiblesse réservée aux perdants. Il commença à communiquer par écrit, découvrant dans ce processus plus lent et plus réfléchi une profondeur de pensée qui lui avait toujours échappé quand les mots coulaient trop facilement de sa bouche. Et lentement, progressivement, comme une plante qui pousse après un hiver rigoureux, sa voix commença à revenir. D'abord un murmure, puis un chuchotement, puis finalement des mots complets, hésitants, mais réels. Mais quand sa voix revint enfin complètement, elle était différente. Ce n'était plus cette voix commandante et arrogante qui avait été sa marque distinctive. C'était quelque chose de plus doux, de plus mesuré, teinté d'une hésitation qui n'était pas de la faiblesse, mais de la considération. Il avait appris, pendant ces semaines de silence forcé, que les mots avaient un poids, une conséquence, et qu'ils devaient être choisis avec soin, plutôt que lancés négligemment dans le monde. Il ne revit jamais Mathilde après cette rencontre au café. Leurs vies continuèrent sur des trajectoires parallèles qui ne se croiseraient probablement plus jamais, mais elle resta dans son esprit comme une présence, un rappel constant de la personne qu'il avait été et de la personne qu'il essayait maintenant de devenir. Des années plus tard, quand Amélie termina ses études de médecine grâce en partie à l'aide financière que Mathilde put lui apporter, après avoir économisé suffisamment pour ouvrir son propre service de livraison éthique, quand Mathilde elle-même trouva une certaine stabilité et même un semblant de prospérité, elle repensa parfois à cette soirée dans la tour céleste, à cet homme arrogant qu'elle avait réduit au silence avec ses mots. Elle se demandait s'il avait vraiment changé, si leur rencontre avait eu un impact durable, ou si ce n'avait été qu'un moment d'introspection passager vite oublié, une fois les choses revenues à la normale. Elle ne le saurait jamais avec certitude, mais elle aimait à penser que oui, que quelque part dans cette grande ville indifférente, Édouard Valmont était devenu une meilleure version de lui-même, que son silence temporaire lui avait enseigné la valeur de l'écoute, et que leur chemin, bien que ne se croisant plus jamais, avait été irrévocablement altéré par cette collision brève mais intense. Et parfois, dans ces moments de calme qui précèdent le sommeil, quand les défenses qu'on érige pendant la journée commencent à s'effondrer et que les pensées dérivent librement, Mathilde se disait que c'était peut-être cela, le vrai pouvoir. Non pas l'argent, non pas le statut, non pas même la capacité de s'exprimer éloquemment, mais simplement le courage de dire la vérité à ceux qui ont besoin de l'entendre, même quand cette vérité est difficile, même quand elle coûte cher, même quand personne ne nous remerciera jamais pour ce cadeau empoisonné. C'était là sa victoire, réalisait-elle. Non pas d'avoir pris l'argent ou de l'avoir refusé, mais d'avoir eu le courage de regarder un homme puissant dans les yeux et de lui dire que son pouvoir ne l'impressionnait pas, que sa richesse ne le rendait pas supérieur, que derrière toute sa façade il n'était qu'un être humain comme les autres, aussi perdu et aussi seul que n'importe qui dans cette grande ville où des millions de personnes vivaient côte à côte, sans jamais vraiment se voir. Et dans son appartement maintenant légèrement plus confortable, avec Amélie endormie dans la pièce adjacente qui leur servait enfin de vraie chambre, Mathilde fermait les yeux et se laissait emporter par le sommeil, sachant qu'elle avait vécu quelque chose d'important, quelque chose de rare, ce moment où la vie nous offre une opportunité de choisir entre l'argent et l'intégrité, entre la facilité et la dignité, et où nous trouvons en nous-mêmes la force de faire le choix difficile. Et si ce choix avait finalement abouti à quelque chose de bon, si l'argent était venu de toute façon et l'intégrité avait été préservée, alors peut-être que l'univers n'était pas complètement indifférent après tout, peut-être qu'il y avait une justice poétique qui récompensait parfois ceux qui osaient tenir tête aux puissants, même quand les chances semblaient désespérément contre eux,
C'était une pensée réconfortante sur laquelle s'endormir, et Mathilde la chérissait comme un trésor secret, plus précieux que tout l'argent du monde.